Au nom du Club Suisse La Presse, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces 2 journées de conférence organisées par Exodus Dignity Network, présidé par Michel Hottet. Et je lui passe d'ailleurs tout de suite la parole pour qu'il, au fond, ouvre cette journée. Et ensuite, nous passerons à l'exposé de M. Jäger. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre participation, bien que le public soit encore un peu clairsemé. Je pense que ça va s'arranger dans le cours de la matinée. Voilà. Notre conférence portera en grande partie sur les possibilités de demander la protection dans nos pays en empruntant la voie aérienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate? On constate régulièrement qu'en fin de compte, les demandes d'asile aux aéroports diminuent de manière assez drastique. C'est une question qui est au cœur des préoccupations de notre association, qui réunit les services juridiques, les services sociaux et les aumôneries dans les aéroports et aux frontières de l'Europe, donc aussi aux frontières terrestres. Au nom de notre réseau, j'adresse un merci tout particulier à nos intervenants du Conseil de l'Europe, du HCR, de l'OIM, de l'IATA, des gardes-frontières, de l'ANAFE, d'Aviation sans frontières et d'Abichia. Je ne vais pas oublier non plus Uli Leuenberger, qui est un conseiller national qui est très actif dans la défense des réfugiés. Parmi les difficultés rencontrées au cours de l'organisation de notre session, nous devons relever l'indisponibilité à la dernière minute de Frontex, malgré les efforts pour trouver une solution. Donc Frontex, en effet, on a plusieurs téléphones. Ils avaient vraiment fait beaucoup de démarches pour essayer de trouver quelqu'un pour notre session. Je vous lirai tout à l'heure sa missive, que je vais vous lire d'ailleurs tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est du 1er octobre. C'est pour ça qu'il faut trouver sur certaines publicités la présence de Frontex. Monsieur le Président, cher Monsieur Hottet, nous vous remercions de votre invitation à participer à la conférence d'Exodus à Genève les 8 et 10 octobre 2015. Cependant, à notre grand regret, Frontex ne pourra pas participer à cet événement en raison de notre participation au prochain Conseil de justice et affaires internes à Luxembourg. S'agissant d'une initiative importante, là il parle de la conférence, nous vous serions gré, si cela vous est possible, de partager avec nous les principales conclusions de cette conférence. Nous souhaitons que cet événement, grâce à ses organisateurs et à vous-même, soit couronné de succès. Nous avons répondu ceci le lendemain, c'est-à-dire le 2 octobre, donc c'est récent. Monsieur le directeur, nous regrettons beaucoup votre absence et nous comprenons parfaitement les raisons impérieuses dictées par votre responsabilité. Nous ferons part de votre courrier lors de notre conférence et nous ne manquerons pas de partager avec vous les principales conclusions de celle-ci. En vous remerciant vivement de l'intérêt que vous manifestez à cet événement. Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, nos salutations les meilleures. La réaction, qui est une réaction relativement modérée, est dictée un tout petit peu par la mise en place de... Il existe, alors ça, je pense que Marcus va trouver moyen de me donner le nom, il existe à l'intérieur de Frontex un forum, ça ne s'appelle pas forum, hein. Ça s'appelle forum consultatif sur le respect des droits fondamentaux, d'accord, dans lesquels un certain nombre de personnes, dont le HCR, dont le Conseil de l'Europe, sont pratiquement participants de droit. L'initiative est intéressante parce que le Frontex a désiré s'adjoindre des personnes, enfin des groupements de la société civile
Donc, la société civile, c'est en gros les gens qui sont pas forcément des institutions, mais qui sont plutôt des gens qui critiquent la politique de Frontex, ou du moins sont vigilants au respect des droits humains dans la politique de Frontex. Je peux éventuellement vous lire éventuellement les 9 organisations qui ont été choisies. C'est AIR, Amnesty International, Caritas Europe, la Commission des Églises auprès des migrants en Europe, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, ça s'appelle ECRE, la Commission internationale des juristes, le Service jésuite des réfugiés qui est très actif dans la défense des demandeurs d'asile et des réfugiés, et la plateforme pour la coopération internationale sur les sans-papiers qui s'appelle PICUM, qui est une association qui est assez critique, et le Bureau de la Croix-Rouge de l'Union européenne. Donc ce forum consultatif, il y a des institutions et ces gens qui sont... Ça, c'est une initiative qui est intéressante. Voilà. Donc, l'idée, la première réunion de ce forum, elle aura lieu dans un mois. Donc, ça va être intéressant. Bon, ils ont mis novembre. Non, ça fait déjà 2 ans qu'il existe. Oui, d'accord. Non, mais dans sa nouvelle composition. Voilà, aura lieu dans un mois. D'accord. Et pour terminer, je voudrais remercier, puisqu'il est à côté de moi, tout particulièrement un ami de longue date d'Exodus, M. Marcus Jäger, chef de la division coordination en matière de migration au Conseil de l'Europe, pour sa participation très active. Je pense que je vais lui passer la parole tout de suite. Il fera maintenant un tour d'horizon sur la situation actuelle en ce qui concerne les questions de la migration et des réfugiés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président du club de la presse, merci pour l'invitation dans vos lieux ici, qui me plaisent beaucoup. Le sous-sol un peu moins que les places au soleil là-haut. Michel, merci beaucoup pour l'honneur que tu me fais de pouvoir prendre la parole devant les rares personnes, mais les personnes très engagées, je présume, dans cette salle. C'est un grand plaisir pour moi, c'est un honneur aussi. Et il est vrai qu'on se connaît depuis une dizaine d'années, je crois, sachant que Exodus, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Exodus Dignity, sauf erreur de ma part, était un petit partenaire, mais un partenaire très important pour le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le premier dans ce poste, M. Gil Robles, lorsque celui-ci m'a demandé de préparer sa venue en Suisse et ensuite son rapport sur la situation des droits de l'homme en Suisse. Et dans ce contexte, nous avons pris à tâche, cher Michel, avec toi et tes collègues, et vous nous avez fourni des informations et des éclaircissements qu'on n'aurait pas pu avoir par d'autres instances ou d'autres personnes, et qui se sont avérés justes. Donc vos informations étaient précises, étaient objectives, et nous les avons utilisées de manière visible, mais aussi de manière invisible dans notre dialogue avec la Suisse, concernant certaines choses qui se faisaient à l'époque dans les aéroports. Ce n'était qu'un point parmi plein d'autres dans ce rapport de M. Gil Robles sur la situation des droits de l'homme en Suisse, mais c'était un point qui était très fortement ressenti par les autorités à l'époque et qui a donné lieu à des échanges en zone grise très intensifs et aussi visibles. Mesdames et messieurs, vous me voyez en civil, si j'ose dire, parce que normalement, je suis tenu à me présenter, non pas comme monsieur en uniforme, mais à l'uniforme des fonctionnaires internationaux, à savoir costume-cravate. La raison en est que je me permets de vous parler librement
mais donc non pas en tant que représentant du Conseil de l'Europe. Ceci étant dit, je me nourrirai bien évidemment de mon expérience de coordinateur en matière de migration du Conseil de l'Europe, de ma petite expérience de membre du forum consultatif de Frontex dont parlait tout à l'heure Michel, mais aussi de formateur des mécanismes nationaux de prévention de la torture qui ont été mis en place dans 35 pays membres du Conseil de l'Europe, dans 60 pays dans ce monde, pour prévenir les mauvais traitements en détention. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup de ces mécanismes sont appelés à surveiller les vols de retour de personnes qui sont déboutées dans nos pays et qui sont ramenées dans leur pays. Et finalement, je vous parlerai aussi en tant que citoyen, comme vous, parce que je crois que le sujet en question nous interpelle presque tous. Permettez-moi d'abord, puisque nous avons en principe 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, d'observer le phénomène avec vous. Le phénomène qui nous occupe, à savoir celui de l'influx massif de migrants en Europe. Il y a des misères et des guerres dans des pays lointains ou voisins proches qui causent des exodes, des exodus, comme je dirais. Les voisins proches de ces pays prennent le gros des réfugiés, des migrants économiques et des réfugiés politiques sur leur territoire. Cela prend des proportions invraisemblables quand vous pensez à la Jordanie, au Liban, qui ont plus d'un quart, voire d'un tiers de leur population, qui est maintenant constituée de réfugiés de pays voisins. En même temps, donc, par ce phénomène, nous avons des réservoirs énormes, si j'ose dire ainsi, de réfugiés, et je vais me concentrer que sur les réfugiés, à savoir non pas les migrants économiques, mais que sur les réfugiés, des gens qui fuient non pas la misère, mais qui fuient la guerre et le danger physique pour eux-mêmes. Donc on a des réservoirs très grands de personnes qui sont dans les pays voisins, et je pense là aussi à la Turquie, qui a presque 1,5 million de réfugiés syriens. Et ces personnes peuvent rester un certain moment dans les pays voisins jusqu'à ce que la situation devienne intenable dans ces pays-là. Et à ce moment-là, ils doivent, où ils sont poussés, où ils veulent, se déplacer vers d'autres pays. L'Europe a été, par cet accueil fourni par les pays voisins, d'abord relativement épargnée par l'influx des migrants. Or, je dis bien relativement, puisque quand vous voyez que la Syrie, vous avez, et l'Irak, vous avez pendant longtemps eu les pays voisins qui ont accueilli ces personnes, et ces personnes ne sont pas arrivées en nombre conséquent chez nous, en nombre massif chez nous, ou n'ont pas voulu venir chez nous. Je relève par ailleurs que l'accès vers l'Europe, si les gens le souhaitaient, se faisait et se fait encore par voie irrégulière, par des moyens chers et par des moyens dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour les personnes qui veulent venir. Parce que c'est un gros business. Le trafic des êtres humains, voire les passeurs. Trafic des êtres humains, techniquement parlant, ce n'est pas la même chose que d'être un passeur. Non, parlons donc de passeurs. Faire passer des personnes en Europe par les voies irrégulières est un énorme business qui est alimenté par des gens qui ne sont pas ou qui sont liés aux autorités des pays dont partent ces personnes lorsqu'elles viennent chez nous. C'est un domaine dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il y aurait pas mal à dire. Et pourquoi donc cette arrivée par voie irrégulière, chère et dangereuse? Aussi parce qu'il n'y a vraiment pas d'autres alternatives pour ces personnes. Ces personnes ne sont pas folles, elles craignent la mer, elles ne savent souvent pas nager,
c'est le dernier ressort. Il ne faut pas qu'on se trompe, ce n'est pas par envie que ces gens viennent chez nous, mais par vraiment désespoir et aucune autre, à leurs yeux au moins, aucune autre option. Quelle est la réaction des États européens? C'est de vouloir empêcher ce mouvement. D'après ce que j'ai lu, ça semble assez vain de vouloir. D'après ce que je viens de dire, il paraît évident que c'est assez vain de vouloir empêcher ce mouvement. Alors, comment les États européens, la forteresse Europe, veut empêcher cet influx de personnes qui n'ont plus d'autre option? D'une part, par la lutte contre les passeurs. On en parlera. Je vous dis très, très brièvement, c'est vain. C'est vain. Ça va être quantité négligeable. Beaucoup de solutions qui sont maintenant envisagées par l'Union européenne en matière de destruction de bateaux en Libye et en Syrie ou ailleurs ne peuvent pas fonctionner techniquement, à mon avis. Je vous dirai pourquoi, si vous avez envie de l'entendre plus tard. On a également inventé une chose vieille comme... Bon, très vieille, ce sont des obstacles physiques. On a des murs, on a des clôtures extrêmement impressionnantes parfois, comme à Ceuta, à Melilla que j'ai vu, comme maintenant en Hongrie, comme en Bulgarie, et on en construit plein d'autres. Donc des obstacles physiques pour empêcher les gens de venir. Ça fonctionne plus ou moins bien, parce que ça oblige les gens à chercher d'autres moyens, sauf qu'à Ceuta et Melilla, vous avez par moments des gens qui par centaines escaladent ces clôtures de 7-8 mètres qui sont double rangées avec à l'intérieur, au milieu, des obstacles bien méchants. Et ces gens-là arrivent à passer par dizaines, centaines par moment lors des assauts, lors de véritables assauts, à passer quand même. Ensuite, l'Europe essaye de refuser le mouvement par la dissuasion, par l'enfermement des migrants que des gens estiment être un bon moyen de dissuasion pour venir. Il y a de quoi discuter. On peut tout simplement dire que ça ne fonctionne absolument pas. Et en même temps, et par ailleurs, un autre moyen est la coopération avec les gardes-frontières des pays. C'est Frontex qui doit les épauler. Ce sont aussi des renseignements qui circulent mieux entre les différents, nous avons ici un monsieur qui saura nous en parler, des renseignements qui circulent entre les gardes-frontières des différents pays européens et qui leur permettent de prendre des mesures contre certains passeurs, contre certains irréguliers qui arrivent, pour les détecter, les détecter, éventuellement les éloigner. Et en revanche, et j'ai oublié une autre mesure, qui est la mesure du retour sous les règlements de Dublin. Vous savez qu'il y a toute une construction européenne, vous le savez aussi bien que moi, qui veut que les personnes qui arrivent doivent d'abord être identifiées dans le pays du premier accueil en Union européenne, et qu'elles doivent en principe rester là-bas et faire leur demande en vue de demande d'asile ou non. Et si ces personnes se trouvent dans un autre endroit de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, elles sont détectées, elles doivent en principe être renvoyées dans les pays de premier accueil en Europe. Il y a un aspect dont je ne parlerai pas, c'est dont on parle tout le temps. Je n'en parlerai pas parce que je trouve que c'est trop vaste et c'est trop, à mon goût, un peu trop un débat éthique. C'est le débat sur le manque de solidarité entre les pays européens quand il s'agit d'accueillir. Donc ça, je n'en parle exprès pas. Pour continuer, il y a également comme moyen de la forteresse Europe de vouloir empêcher l'influx de migrants, les procédures rapides de détermination des demandes d'asile et des retours rapides de ceux qui sont déboutés. Et j'observe qu'à propos de cette attitude de nos États par rapport aux migrants, par rapport à ce phénomène, cette attitude qui consiste à vouloir empêcher ce flux, l'opinion publique est divisée. On peut dire, je crois qu'il est juste de dire qu'une majorité, probablement une vaste majorité des membres du public, des gens de nos pays,
ont peur de ce qui se passe, pour dire le moins, sont hostiles envers ceux qui viennent, je crois que c'est plus juste à dire, et il y a, généralement, on peut observer un phénomène de rejet. Donc le rejet par les gouvernements, la tentative par les gouvernements d'empêcher le mouvement de flux migratoires, de réfugiés vers nous, coïncide avec l'opinion publique qui est hostile envers les gens qui viennent et envers ce mouvement. Ce n'est pas par hasard, parce que, comme vous le savez, vous le constatez tout comme moi, dans de nombreux pays, dans la quasi-totalité de nos pays, il y a une plus ou moins grande frange des politiciens qui se sont emparés de ce sujet. Ce sujet, à vrai dire, domine le débat public actuellement dans tous nos pays, quasiment tous nos pays. On n'a plus rien d'autre à penser, à faire que parler de réfugiés et de migrants. Et cela amplifie évidemment les peurs et le rejet de la part de la population. Je reviendrai sur ce point à la fin de mon petit exposé ce matin. On peut dire en revanche que l'ambiance actuelle dans nos pays, dans le public, parmi les politiciens, est tout sauf idoine pour réfléchir à tête froide, calmement, sur le phénomène des réfugiés plus migrants économiques qui essayent de venir dans nos pays. Je le déplore en tant que citoyen, puisque dans une telle ambiance, on n'arrivera pas à trouver les bonnes solutions, à parler de manière posée sur les différentes options que nous pouvons avoir ou que nous pouvons ne pas avoir. Et il y a énormément de recherches d'effets à court terme des uns et des autres. Et je dois dire, ça va des deux côtés. Ceux qui veulent défendre les réfugiés et éventuellement également les gens qui fuient la misère, ne brillent pas toujours non plus par un langage modéré ou par une manière très, très calme de voir le problème. Je les comprends, parce que souvent ces gens-là sont en contact direct avec les personnes concernées et donc émotionnellement beaucoup plus exposés que les gens qui, sur leur bureau, depuis leur bureau, décident des mesures. Mais il faudrait qu'on trouve un peu plus de calme pour ce débat. Permettez-moi maintenant de venir au rôle des uns et des autres dans cette situation dont je viens d'esquisser les phénomènes dans les vraiment très très grandes lignes, selon moi. Je vous parlerai d'abord du Conseil de l'Europe, ensuite je vous parlerai du Frontex, ensuite je vous parlerai des mécanismes nationaux de prévention, donc de tous ceux qui, lorsque des gens sont pris en détention, observent les conditions dans lesquelles ça se passe. Et finalement, je reviendrai et je terminerai avec le rôle des citoyens. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe regroupe 47 pays de l'Islande jusqu'en Turquie, très important, dans le contexte migratoire, et du Portugal jusqu'à la côte est de la Russie, en comprenant aussi la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le seul pays qui, dans tout ce grand champ géographique, est exclu est Bélarus, parce que ce pays pratique encore la peine de mort et il ne remplit pas du tout, si j'ose dire, je dis pas du tout parce que d'autres pays membres ont du mal à remplir les règles de base des droits de l'homme et de l'état de droit, mais la Bélarus n'a pas encore été jugée digne ou capable de rentrer dans le club des démocraties respectueuses des droits de l'homme que se veut le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est connu surtout par la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, statue en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons, en plus de cette convention, à peu près 200 autres conventions, y compris celle contre la torture, mais je me bornerai ici qu'à la Convention des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas seulement aux citoyens, mais elle s'explique à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire
d'un de ces 47 États membres, Suisse comprise, évidemment. La Cour européenne des droits de l'homme a donné une interprétation extensive de cette compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, de sa propre compétence et de l'applicabilité de la Convention, dans un arrêt qui s'appelle Hirsi-Yama contre Italie, dans lequel la Cour a dit en mer, même en haute mer, lorsque il peut y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'à la rencontre avec un bateau transportant des réfugiés, on prend à bord d'un bateau étatique ces personnes. Dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme et le droit international de toute manière étaient sans ambiguïté. Les personnes sont sous la juridiction du pays dont ce bateau bat pavillon et donc doivent jouir de toute la protection de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous prenez des gens à bord d'un bateau européen, vous êtes responsable pour ces personnes et ces personnes jouissent de la protection de la Convention européenne. Mais dans Hirsi-Yama, la Cour est allée plus loin. Il a dit qu'en haute mer, lorsque vous avez un bateau qui risque de couler à tout moment, qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de carburant, et que vous avez un bâtiment de guerre, comme dans ce cas-là, qui se met à côté et qui essaye de dévier, qui n'essaye pas, qui dévie ce bateau et dit « ça c'est la direction d'Italie, tu ne vas pas la prendre, tu vas dans cette direction là-bas », dans ce cas-là, c'est une prise de contrôle de ce bâtiment avec les réfugiés et la Convention européenne des droits de l'homme s'applique comme si vous avez pris ces personnes à bord, puisque en haute mer, dans ces circonstances, votre bateau national exerce l'autorité et le contrôle sur l'autre bateau. C'est très important. En pratique, c'est très important pour ce qui se passe en mer. Donc, ceci pour la responsabilité, pour les droits dont doivent jouir les réfugiés sur terre, mais aussi en mer. Je vais devenir un peu plus spécifique ici être un peu plus spécifique sur les droits qui sont, par Convention européenne des droits de l'homme, elles-mêmes transmises d'une manière ou d'une autre en droit national, donc les droits dont doit jouir chaque personne qui entre sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, un État membre du Conseil de l'Europe, ou qui essaie de le faire. Le droit international, le droit du Conseil de l'Europe, mais aussi le droit international, donc mondial des conventions de Genève, donne un droit. Je suis un peu schématique ici. En tant que juriste, je devrais être plus précis, mais n'allons pas dans la dernière précision. Il y a un droit d'accès pour chacune des personnes sur nos territoires à des procédures internes qui détermineront si cette personne peut jouir d'un statut de protection, que ce soit réfugié ou un autre statut, et si cette personne a droit à la protection en raison de la persécution personnelle de cette personne, des risques pour la vie de cette personne, là d'où cette personne vient. Et les risques sont les risques pour la vie, mais les risques aussi de mauvais traitements selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui comprend la torture, mais aussi d'autres formes de mauvais traitements. Donc, les personnes ont un droit d'accéder aux procédures qui vont déterminer si elles ont un droit de rester. Mais dans un premier temps, elles ont un droit d'accès. Ensuite, la Convention européenne des droits de l'homme doit garantir que des déportations n'ont pas lieu pour toute personne qui serait exposée à un risque réel, dit la Cour, de mauvais traitements, soit dans le pays dans lequel cette personne est directement envoyée, soit dans un pays dans lequel cette personne serait envoyée par la suite. Je m'explique. Une personne qui vient dans nos pays
qui seraient déboutés du droit à la protection internationale dans notre pays. Donc on dit, non, toi tu es un réfugié économique, un migrant économique, tu n'es pas toi-même en danger de persécution là où tu viens, tu ne viens pas en raison de l'exposition que tu as à des mauvais traitements ou voire à la mort dans ton pays. Donc tu n'as pas le droit de rester. Si cette personne, en revanche, si on envisage de renvoyer cette personne dans un pays dans lequel cette personne serait alors maltraitée, au risque de mauvais traitements, au risque pour la vie, on ne peut pas envoyer cette personne dans ce pays, qui peut très souvent, selon les règlements de Dublin, être un pays de premier accueil en Europe. Donc, pour être très clair, si on renvoie quelqu'un, et c'était un cas qui s'est posé, de Belgique vers la Grèce, qui était le premier pays d'entrée, et qu'en Grèce, cette personne sera très vraisemblablement ou certainement prise en détention, qu'en Grèce, la détention des migrants irréguliers se fait dans des conditions inhumaines, la Belgique ne peut pas renvoyer cette personne en Grèce, c'est le cas MSS contre Belgique et Grèce, parce que les mauvais traitements attendent cette personne en Grèce. Mais, ça va plus loin. Si la Grèce elle-même maintenant ne arrêtait de mettre en détention inhumaine des migrants, mais que la Grèce décidait, elle, ensuite, de renvoyer ces personnes, si elle avait une pratique de renvoyer ces personnes, disons en Libye, en Syrie, en Irak. Et si cela est connu des autorités, en l'espèce belges, les Belges ne peuvent pas envoyer la personne en Grèce, même si la personne en Grèce ne risque rien du tout, mais qu'on sait que les Grecs renvoient, je pense là comme exemple bien entendu, renvoient vers des pays dans lesquels cette personne risque la mort ou les mauvais traitements. Ensuite, les personnes qui font donc l'objet d'une décision d'éloignement du territoire doivent, selon la Convention européenne des droits de l'homme, avoir un recours devant des cours, des tribunaux indépendants contre cette décision. Donc si une administration décide, nous éloignant cette personne du territoire parce qu'elle ne remplit pas les conditions d'un réfugié politique, la personne en question peut demander à ce que ce ne soit pas l'autorité qui le demande, mais que ce soit une cour, une vraie tribunal qui décide sur son appel contre cette décision. Si ce tribunal confirme, uniquement dans ce cas-là, la décision peut être exécutée. La décision d'éloigner une personne du territoire de nos pays doit être faite de manière individuelle. On ne peut pas dire on vous renvoie en Serbie, on vous renvoie en Kosovo, parce que selon l'agence européenne de support à l'asile, EASO, qui est à Malte, ou selon d'autres, ou selon des documents qui circulent dans notre propre pays, il est de notoriété publique que la Serbie, je nomme des exemples, qui ne sont pas, s'il vous plaît, ce ne sont pas c'est fictif ce que je dis, que la Serbie ou le Kosovo sont des pays sûrs. Donc il y a un concept pour accélérer les procédures qui dit une personne qui vient du Kosovo, qui vient de Serbie, qui vient d'Albanie ou qui vient d'autres pays, vient d'un pays a priori sûr. Donc a priori, vous pouvez renvoyer cette personne dans ce pays. Oui, tout à fait. Mais chaque personne a le droit à ce que son propre cas soit examiné par la cour dont je parlais avant. Donc ce n'est pas, on ne dit pas les Serbes, on les renvoie, les Kosovars, on les renvoie chez eux, non. Pourquoi? Un exemple très très concret. Les Roms, les Tziganes, comme on dit très souvent dans nos pays, qui reviennent dans nos pays, venant du Kosovo, de Serbie, de Macédoine ou d'autres pays des Balkans, allèguent une persécution politique dans leur pays. C'est souvent pas vrai dans un premier temps. Nos juges trouvent que ce n'est pas vrai. Ils veulent une meilleure vie, ils ne risquent pas leur vie dans leur pays. Mais, après quelque temps, lorsque ces personnes ont essayé de faire cela, sont renvoyées dans leur pays, leurs voisins serbes, macédoniens et autres apprennent qu'ils ont essayé de revenir dans nos pays, que nos pays réagissent mal, entre guillemets, réagissent en disant aux Serbes et aux Kosovars, n'envoyez plus vos personnes là, sinon on arrête le régime
de liberté de visa, d'exemption de visa. Donc ces personnes reviennent chez elles et du coup peuvent effectivement faire l'objet de représailles de par leurs voisins. On le sait, ça existe. Leurs maisons peuvent être incendiées, ils peuvent se faire tabasser, voire tuer, parce qu'ils ont essayé, de manière infructueuse au début, de venir dans nos pays. Donc la prochaine fois qu'ils se présentent, ils peuvent documenter « moi, ma maison a été brûlée par mes voisins en représailles par rapport à ma première tentative de venir dans vos pays ». Donc le cas de cet individu-là peut être devenu un cas d'un vrai réfugié pour raison de persécution individuelle dans un pays qui par ailleurs est un pays sûr. D'où l'insistance de notre cours que chaque cas soit traité individuellement. Ensuite, les conditions de détention, de privation de liberté dans nos pays pour les personnes qui sont prises en détention, et là, les pratiques varient énormément selon nos pays. Il y a des pays comme la Grèce, jusqu'il n'y a pas très longtemps, prenaient vraiment quasiment systématiquement tout le monde en détention, s'ils pouvaient, jusqu'à 18 mois, qui est la règle européenne. Mais ça pouvait être répété. Donc, les conditions de détention, curieusement, pour les migrants irréguliers, qu'ils soient... Bon, pour les migrants irréguliers, ne sont pas codifiées. C'est étonnant. En Europe et dans le monde entier, on a les règles européennes, les règles pénitentiaires européennes qui stipulent, qui posent un certain nombre de règles pour la détention de criminels. Mais lorsqu'on a des personnes dont le délit consiste à vouloir se mettre à l'abri dans nos pays de manière, en traversant les frontières de manière irrégulière, donc ils ne sont pas des criminels, mais qui ont commis un délit, sur le fait qu'ils ne soient pas criminels et qu'on commence à les rendre cela criminels, il y a une autre discussion, mais c'est des personnes qui ont au pire commis le crime dans certains pays maintenant d'avoir traversé la frontière de manière irrégulière. Lorsque ces personnes sont mises en détention, parfois malheureusement encore avec leurs enfants, ou en étant des mineurs, les règles applicables ne sont pas claires. Ne sont pas claires. Les règles pénitentiaires ne peuvent pas s'appliquer pour X raisons que je peux expliquer. Elles ne sont pas applicables, par exemple, en matière de communication avec l'extérieur, etc., en matière de détention de famille. Et il y a un certain nombre d'exigences de la Cour européenne des droits de l'homme dans ces cas de privation de liberté, donc de détention, qui tiennent, par exemple, au fait que ces personnes doivent être informées pourquoi elles sont détenues, ce qu'elles sont très souvent pas du tout. Les gens qui arrivaient en Grèce, je les ai vus, ne savaient pas pourquoi elles étaient prises en détention. On ne leur a pas expliqué. Très important, l'information de leur famille qui pense que ces personnes ont disparu en mer ou ailleurs de leur détention. Ces personnes peuvent être détenues pendant 1 an et demi sans que la personne sache qu'elles sont encore en vie. Et il y a toutes les règles de habeas corpus dont vous avez entendu parler. Quand vous, moi, nous sommes détenus, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent concernant le droit à un avocat, droit à un examen médical, etc., et droit surtout à un contrôle par un juge qui doit contrôler régulièrement si votre maintien en détention est encore justifié par les raisons qui sont données pour votre prise en détention. C'est l'habeas corpus et un irrégulier ou un réfugié a les mêmes droits que vous et moi en matière de contrôle des raisons pour lesquelles il est détenu. Ensuite, très important, et j'ai fini avec les conseils de l'Europe là-dessus, la Cour européenne des droits de l'homme a également dit que les conditions de vie d'une personne qui se trouve dans nos pays, à Calais, dans la célèbre jungle, à Lesbos, la ville grecque, ou partout ailleurs, ne peuvent pas être tellement mauvaises que ça s'apparente à un traitement inhumain ou dégradant. C'est-à-dire, si un pays laisse mourir de faim ou de froid une personne irrégulière, un migrant, un réfugié, dans la rue, cette personne est coupable selon la Convention européenne des droits de l'homme et sera condamnée. Ça a été fait avec la Grèce, par exemple.
Donc, il n'est pas nécessaire, qu'en vous prenant en détention, pour que l'État soit responsable de votre traitement, mais également l'État européen, l'État membre du Conseil de l'Europe, ne peut pas vous laisser mourir, pour dire les choses très crûment, de faute de soins, faute de nourriture, ou parfois dans la rue, ou vous mettre dans une telle situation, laisser dans une telle situation qui soit dégradante, inhumaine. Voilà les soucis et les droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme de toute personne et par la Cour européenne des droits de l'homme. J'arrive à Frontex. Frontex, je vais être très court, on en parlera encore. Je fais donc partie de ce forum consultatif de Frontex depuis son mise en place il y a 2 ans et demi. Frontex est une agence européenne qui aide les gardes-frontières, comme notre collègue ici, je crois, en est un, des États membres, à faire leur travail. Frontex est mis énormément en exergue dans la presse aujourd'hui et par les politiciens. La vérité est que Frontex fait un microscopique partie du travail, ou facilite le travail des gardes-frontières. Ceux qui restent toujours responsables, et seuls responsables, sont les gardes-frontières des États membres du Conseil de l'Europe. Quand je dis gardes-frontières, ce sont les pays qui sont à l'extérieur les frontières terrestres ou maritimes de l'Europe, mais aussi chaque pays à l'intérieur à cause des aéroports. Donc les aéroports sont des frontières extérieures de l'Union européenne, et aux aéroports et aux frontières maritimes, y compris la mer, et aux frontières terrestres, Frontex peut coordonner, c'est déjà un grand mot, des opérations de soutien des autres États membres à l'État membre qui doit garder cette frontière. En vérité, Frontex joue un rôle de finance certaines opérations, met à disposition des matériels et des hommes et aide, mais reste sous les instructions de l'État qui garde cette frontière. Ce n'est pas Frontex qui se substitue à l'État. Et en pratique, je vous disais, cette aide est, je dirais, de l'ordre de 1, 2, 3% de valeur des opérations des gardes frontières. Ce qui est important, c'est que Frontex est un geste de solidarité des autres États membres de Frontex qui viennent au secours de leurs collègues. C'est aussi un soutien technologique, il y a des techniques, des technologies, des équipements que cet État ne peut pas posséder. Et vu de notre côté, de votre, nous qui sommes intéressés par la protection des droits de l'homme, Frontex est peut-être un vecteur, et selon moi est un vecteur, de bonnes pratiques. Lorsque des gardes-frontières suisses, néerlandais, que sais-je, épaulent des collègues à une frontière est ou sud, ils sont en contact avec ces gens-là, ils leur disent, écoute, la manière dont tu fais ça, on ne fait pas comme ça. Je crois que ce n'est pas très respectueux des droits de l'homme ce que tu fais là. Donc, c'est ce rôle-là de Frontex qu'on veut, qui nous intéresse. Si maintenant Frontex eux-mêmes se rendent co-responsables, un mot qu'ils récusent pour l'instant, de violation des droits de l'homme lors d'une opération, je ne parle même pas du fait qu'un officier de Frontex même, et il y en a très peu numériquement, seront coupables d'une violation des droits de l'homme, mais lorsqu'il est témoin sans l'empêcher d'une violation des droits de l'homme, ou lorsque le plan d'action de Frontex doit forcément, d'une opération jointe, doit forcément emmener ou comporte de gros risques d'emmener à des violations des droits de l'homme par les officiers qui sont déployés dans cette région-là ou par les autres, dans ce cas-là, il faut se demander si Frontex ne serait pas défaillant à leur rôle et engagerait sa responsabilité d'une manière ou d'une autre. Chose à laquelle nous réfléchissons beaucoup en ce moment, ce que ne veut absolument pas dire que je dis que Frontex fait ce éco-responsable et est responsable ou co-responsable de violations de droits de l'homme. Selon moi, personnellement, ce n'est pas le cas. Le contraire est le cas. Je crois que Frontex est un vecteur d'une culture de droits de l'homme en matière de garde-frontières. Il pourrait faire mieux ce travail-là, mais le principe est donné.
J'arrive aux mécanismes nationaux de prévention de la torture. Ce sont des mécanismes indépendants, souvent liés à l'ombudsman. En France, vous avez une commission pour la prévention de la torture. En Suisse, pardon, vous avez une commission pour la prévention de la torture. En France, vous avez le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce sont des gens qui sont des organes de l'État, mais pas du gouvernement. Donc des organes indépendants. En France, en Suisse, c'est un peu plus compliqué. Dans certains pays, ce sont des organes constitutionnels, qui ont le droit de visiter tout lieu de privation de liberté de manière impromptue, inopinée, jour et nuit, à tout moment, et de s'entretenir avec les détenus, et toutes les personnes qui se trouvent sur ces lieux, gardiens, personnel de nettoyage, etc., comme ils veulent, sans témoins. Et ces mécanismes nationaux de prévention qui ont été mis en place sous le protocole facultatif des Nations Unies à la Convention contre la torture, qui existe donc dans 35 pays des 47 du Conseil de l'Europe, ces mécanismes voient les prisons, les commissariats de police, les hôpitaux psychiatriques, les endroits où des personnes âgées peuvent être tenues contre leur gré ou sans possibilité réelle de quitter les lieux, les centres de redressement fermés pour enfants ou jeunes, pour mineurs, mais aussi les lieux de rétention, comme disent les Français, détention, comme disent la plupart des autres pays, de migrants, d'étrangers, soit en arrivant, soit en instance d'éloignement. Je travaille beaucoup avec ces mécanismes. J'ai aidé à rédiger les lois qui les mettent en place dans un certain nombre de pays. Et au Conseil de l'Europe, je suis chargé de leur formation lorsqu'ils le souhaitent pour faire leur travail. Et donc, je vais avec eux dans des lieux de détention, y compris de migrants. J'étais il y a 3 semaines en Autriche pendant une semaine, pendant quelques jours avec eux pour voir comment ils font ce travail. Et c'est très intéressant. J'en reviens à mon tout dernier point. Je vous disais d'abord de quelle manière le Conseil de l'Europe essaye de contribuer à cette protection des migrants et des réfugiés, de quelle manière Frontex peut jouer un rôle dans la protection des droits fondamentaux des personnes qui arrivent ou qui sont éloignées. Parce que j'ai oublié de dire que Frontex organise aussi des vols de retour, des vols collectifs d'éloignement. Un tout petit pourcentage de ces vols-là. Et du coup, Frontex a également des normes sur ces vols. Et ces normes, Frontex les impose aux États participants à ces vols d'éloignement. Et je vous parlais également des mécanismes nationaux de prévention qui visitent les lieux de détention et qui, je l'avais oublié, se trouvent également pour certains de ces mécanismes sur les vols de retour pour voir que ces gens soient traités dignement et correctement lors de cette mesure d'éloignement extrême. J'en arrive aux citoyens que nous sommes. Et je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je vous ai dit que je suis malheureux, pour dire le moins, du climat dans lequel et l'esprit dans lequel se déroulent les différents débats sur le phénomène dont je parlais. Et je tiens à vous dire que je n'aime pas le mot crise des réfugiés. Parce que ce mot, soit c'est trop, soit c'est trop peu. Pour les crises migratoires, comme refugee crisis, etc. Trop peu pour les gens qui sont concernés. Pardon. Ces gens ne vivent pas dans une crise. Ces gens sauvent leur vie ou essayent de le faire. Ils quittent la Syrie ou l'Irak. Ce n'est pas une petite crise qu'ils vivent. Ils ont tout perdu. Ils sont aux abois. Ils sont en danger de mort pour venir jusqu'à chez nous. Ils vivent dans la rue, seuls ou avec leurs enfants, très souvent dans nos États. Ils sont exposés à des discriminations, à des insultes, à des coups, à des crimes qu'ils n'osent même pas dénoncer parce qu'ils savent que s'ils vont sur une station de police, on ne les croira pas, voire on les mettra tout de suite dans un centre de détention et on les éloignera. Donc ce sont des gens qui vivent plus qu'une crise. On va dire ça sobrement. Donc le mot crise,
pour les gens concernés me paraît un peu faible. En revanche, pour nous, c'est un peu fort. Parce que, si vous y pensez, c'est un phénomène qui, contrairement à un phénomène climatique comme un tsunami, comme les pluies dans la partie très riche de la France, qui est la Côte d'Azur les autres jours, c'est un phénomène qui était totalement prévisible. Je parlais des réservoirs de réfugiés dans les pays voisins en crise, où les gens sont entassés par millions. Bon, sait-on que si les circonstances des pays qu'ils fuyaient étaient de sorte à ce qu'ils ne puissent plus revenir, qu'ils allaient rester là, que ces pays-là pouvaient encore les retenir? Non. Donc une crise, non, c'est un phénomène, c'est une chose à gérer. En plus des phénomènes migratoires massifs et des réfugiés, on en a connu en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu entre-temps, il y a eu le Kosovo. Certes, l'ampleur de ce phénomène est exceptionnelle, est très importante. Mais d'une part, le phénomène était prévisible, d'autre part, le phénomène par rapport au nombre que nous sommes, par rapport à nos possibilités économiques, par rapport à nos besoins économiques, n'est pas quelque chose qui devrait ébranler les fondements même de nos pays ou prendre la proportion délirante que ce débat, à mon avis, en tant que citoyen, prend chez nous. C'est quelque chose qui mérite d'être géré de manière raisonnable, de manière solidaire, et voilà, je dis le mot, de manière commune, et qui doit être géré comme une crise bancaire, comme on en a connu, comme des crises climatiques, comme d'autres crises, comme d'autres phénomènes difficiles. Donc, dans ce cas-là, le mot crise me paraît un peu exagéré. C'est une difficulté, c'est un phénomène qui doit être géré et qui ne l'est pas du tout pour l'instant. Merci beaucoup.